On parle beaucoup de la gauche, mais les Républicains et François Fillon, bien François Fillon sera ce soir à la télévision. Et ce matin, dans les studios du Figaro, eh bien, Guillaume Larrivé, le député de Lyon, les Républicains, qui soutenait Nicolas Sarkozy et qui est maintenant derrière François Fillon, et qui va sortir jeudi prochain, le 12 janvier, ce livre « Insoumission pour que vive la nation », où il est question notamment d'islam, mais pas que. Guillaume Larrivé, bonjour. Bonjour, Frère. Alors, l'atterrissage pour les sarkozystes, c'est pas un peu difficile ? Non, c'est la vie. Nicolas Sarkozy a écrit un beau chapitre de l'histoire de la droite et au-delà un chapitre de l'histoire de France. Ce chapitre maintenant est clos. Il nous appartient d'écrire une autre page en toute liberté, en fidélité à ce qu'on avait fait avec lui, mais en toute liberté aussi. Alors vous dites dans votre livre, François Fillon a la stature d'un homme d'État, il est maintenant l'homme qui va porter les idées et les valeurs de la droite républicaine à l'élection présidentielle, mais quoi ? D'abord, ce que je crois profondément, c'est que ce qui se joue en 2017, au fond, c'est la bataille de France. Et dans cette bataille de France, ça veut dire que le destin de la nation est en jeu, les forces du déclin sont à l'œuvre, on est menacé. Qui les forces du déclin ? C'est le chômage de masse, c'est la résignation, c'est le renoncement et c'est aussi évidemment cette menace islamiste extrêmement forte qui peut affaiblir très gravement la nation. Et dans ce contexte-là, Yves Tréhard, on a besoin d'un chef de guerre. Et ma conviction, c'est que François Fillon peut être demain, dans quelques mois maintenant, ce chef de guerre dont la France a besoin. Alors on a vu depuis son élection triomphale, il a vraiment été très très bien élu par... je ne sais pas s'il faut appeler ça le peuple de droite, mais on va dire la droite, le centre, que depuis il y a beaucoup de contestations, beaucoup de critiques sur son programme qui avait fait son succès. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit s'expliquer, il doit recentrer son projet ? Deux choses. D'abord, il ne faut pas oublier que c'est une élection en réalité à 6 tours. Les 2 tours de la primaire, les 2 tours de la présidentielle, les 2 tours aussi des élections des députés à l'Assemblée nationale. Il faut gagner ces 6 tours pour avoir le droit de gouverner le pays, premièrement. Deuxième remarque sur François Fillon lui-même, je pense qu'il faut tout simplement qu'il soit lui-même. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup réfléchi. Il faut qu'il parle aux Français, que cette conversation avec les Français soit engagée. Il voulait remodeler le modèle social. Première sortie qu'il fait en cette année 2017, il va chez Emmaüs pour dire je reste sensible à la question sociale. Oui, cette sensibilité n'exclut pas la lucidité. Dans un pays, le nôtre, dont 57% de la production nationale est redistribuée sous forme de dépenses publiques, et dans un pays, le nôtre, où 100% de la production nationale représente la dette publique, il faut faire le job. Et faire le job, ça veut dire évidemment diminuer un certain nombre de dépenses pour concentrer l'effort sur le cœur régalien de l'État, c'est-à-dire sur la défense, sur la sécurité, sur la justice. D'accord. Alors, vous avez vu quand même qu'il y a une grande vigilance des syndicats. Laurent Berger s'est exprimé ce matin sur Europe 1 en disant « Oui, mais nous, on sera engagés dans le débat sur la présidentielle ». Pas de façon négative, il a dit ça, mais il y a une grande vigilance quand même chez eux. Oui, c'est sans doute leur fonction, mais je rappelle qu'ils représentent moins de 10% des salariés. Et l'idée, c'est pas de faire la politique de la CGT, ni même de la CFDT. Nous ne sommes pas le Parti Socialiste, je vous le confirme. On a bien l'intention... Mais comment faire pour qu'il n'y ait pas des millions de Français dans les rues ? Je pense qu'il faut qu'on soit hyper clair avant, c'est-à-dire maintenant, dans les semaines qui nous séparent. C'est déjà majeur qu'il y ait une élection présidentielle, pour une fois, qui soit un exercice de vérité. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Ça n'avait pas du tout été le cas en 1995, par exemple, sur remonte à Mathusalem. Mais enfin, il faut effectivement vraiment un exercice de vérité, parce que cette vérité, elle permettra d'avoir un vrai assentiment populaire. Et puis ensuite, il faudra gouverner avec courage, bien sûr, mais aussi avec mesure. Il ne s'agit pas d'être brutal, il s'agit d'être déterminé. D'accord. Alors, il y en a un qui vous demande d'être... mesuré, et de penser à tout le monde, c'est Jean-Christophe Lagarde. Ce matin, il était sur France Info. Mathilde Sirot, qui l'a écouté ce matin, me disait que, il avait mis en garde justement François Fillon en disant pas de victoire de la droite sans les idées du centre. Et en disant 500 000 fonctionnaires en moins de 5 ans, pas possible. Je n'aime pas du tout ceux qui disent c'est pas possible, qui ont décidé d'acter presque la défaite avant même d'avoir engagé le combat pour le coup. Il est de votre camp. Il peut y avoir des nuances, chacun s'exprime avec ses mots et on aura besoin aussi des centristes, en tout cas de ceux qui sont dans cette mouvance toujours assez compliquée à comprendre d'ailleurs, qui est le centre droit ou les centres droits. Mais sur le fond, il faut faire le job. On ne va pas, si on arrive au pouvoir dans quelques semaines, rester les bras ballants et assister passivement aux
facteur de déclin français. Ça on a besoin pour les entreprises. Ça, Guillaume Larrivé. Ça se fait nécessairement avec un exercice de vérité. Si je suis à nouveau député dans quelques mois, j'espère qu'on sera saisi. Je le serai probablement, enfin le moment venu, mais si je le suis à nouveau, j'espère qu'on sera saisi de textes très volontaristes. On doit faire le job. On doit, oui, effectivement, concentrer l'État sur son cœur régalien. Ça veut dire très concrètement qu'on a besoin de plus de moyens pour financer cet effort de guerre qui nous permettra, je l'espère, de vaincre le totalitarisme islamique et de gagner aussi les combats de la sécurité quotidienne. La France en a bien besoin. Parce que c'est quand même un grand mystère, ça. Hein, c'est le mode d'emploi. Comment vous faites pour convertir toutes ces propositions en réalité sans qu'il y ait une explosion de violence dans le pays, de mécontentement. C'est ce qui est vrai pour les Républicains, mais ce qui peut être vrai aussi pour Emmanuel Macron, pour n'importe qui. Hein. Enfin, c'est un vrai sujet de méthode, parce que la France, dans son histoire, marche plutôt par à-coups, par révolution, plus que par réforme. Je pense que 2017 doit être le grand rendez-vous de l'adaptation. L'adaptation, parce que le projet aura été pensé, parce que aussi la qualité des hommes doit y conduire. Moi, je crois beaucoup à la force du caractère. Vous avez promis un gouvernement, un shadow cabinet, François Fillon, il n'aura pas lieu finalement? En tout cas, il y a des équipes qui travaillent avec ardeur. Vous parmi d'autres, je ne suis pas à la recherche d'une place, d'un titre, ou d'une place dans l'organigramme, mais en tout cas, sur le fond, il y a un travail qui se fait. Cette semaine encore, un certain nombre d'entre nous, nous verrons pour révoquer les questions d'immigration avant le grand discours que prononcera François Fillon mercredi prochain à Nice. Alors, on parlait justement d'investiture pour les législatives. Bon, vous, j'imagine que ça ne posera pas beaucoup de problèmes. Votre position sur le non-cumul des mandats, François Fillon a décidé de ne pas revenir dessus. Je pense que ce débat est désormais derrière nous. Il a été tranché. Lorsqu'on a un mandat national, on ne peut pas avoir de mandat exécutif territorial. Donc il y a un autre débat qu'on pourra ouvrir le cas échéant, qui est celui du non-cumul dans le temps. À titre personnel, je pense plutôt, après y avoir beaucoup réfléchi, qu'il serait assez sain qu'au Parlement, on ne puisse pas aller au-delà de 12 ans de mandat, c'est-à-dire de 2 mandats de 6 ans. Aujourd'hui, c'est des mandats de 5 ans. Je serais plutôt favorable à des mandats de 6 ans pour organiser le rythme de la vie publique, organiser des mi-termes tous les 3 ans. Et ça ne serait pas, donc, ça serait pas concomitant, ces élections législatives, avec l'élection présidentielle? Si au contraire, dans mon système idéal, je parle à titre personnel, il y aurait des élections nationales une année N. En N+1 et N+2, il n'y a pas d'élection, on travaille. En N+3, il y a des élections régionales, locales, territoriales, sorte de mi-terme à la française. N+4, N+5, il n'y a pas d'élection. Et N+6, on repart sur un cycle. Alors, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de la primaire de la gauche, parce que vous allez m'en dire pique-pendre. Je voudrais vous entendre... Eh bien non, je vais vous surprendre. Je trouve que c'est utile que pour une fois... du contre-pied, j'aime ça. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt utile. Ils essaient aussi de se mettre au clair. On n'a pas très bien compris ce qu'ils pensaient quand ils gouvernaient. Bon, et si c'est l'occasion peut-être de trancher, même si tout ça est très imparfait, il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de postures, il y a parfois des caricatures aussi. Mais voilà, moi j'aimerais bien voir, et je vais regarder avec intérêt, les débats de la gauche pour savoir s'ils ont quelque chose à proposer. C'est utile pour le pays qu'il y ait une opposition et une majorité. Est-ce que c'est un débat qui se porte beaucoup, qui se déporte beaucoup vers la gauche, à votre avis, ou... Je pense que la boussole est un peu inversée chez eux. Parce qu'il y a Emmanuel Macron qui est là hors de la primaire. Donc, en réalité, on a des gauches attentes, quasiment révolutionnaires, en réalité d'une certaine gauche. Il y a une néo-gauche macroniste qui ressemble plutôt au Parti radical des années 50. Quand vous regardez de près Emmanuel Macron, il ressemble beaucoup à Félix Gaillard, qui est aujourd'hui totalement méconnu. Bien sûr. Le président Gaillard, qui avait 38 ans en 1957, et qui s'est d'ailleurs plutôt planté, il faut bien le reconnaître. Oui, et on ne lui souhaite pas la même fin non plus. Voilà, absolument. La fin personnelle s'entend, la fin politique est par ailleurs assez intéressante et le parallèle mériterait d'être creusé. Une espèce de gauche en réalité néo-radicale au sein du parti radical des années 50. Et puis au milieu, effectivement, on ne sait pas trop, un parti socialiste qui ne sait plus trop où il existe. Est-ce qu'il va se diriger vers un nouveau congrès d'Épinay? Est-ce qu'il va disparaître? Je pense que tout ça est ouvert, avec des personnalités qui sont intéressantes à regarder. Un sujet qui a d'ailleurs agité aussi la primaire de la droite, enfin un petit peu, puisqu'il a été porté par Nathalie Kosciusko-Morizet, le revenu universel. Est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, doit être étudié? On peut toujours tout étudier, c'est stimulant pour l'esprit. Je ne pense pas que l'état des finances publiques permette c'est évalué à 300 milliards d'euros par an, à peu près. Oui, c'est absolument considérable. Je ne vois pas du tout où on trouve le début du COPEC permettant de financer cela. Cela dit, j'en parlerai avec beaucoup d'intérêt avec Nathalie Kosciusko. Je lui ai envoyé mes vœux hier. Elle a toujours des idées très stimulantes. D'accord. Et elle fait des étincelles. Deuxième petit sujet, avant de passer à votre livre, Manuel Valls, qui tout à l'heure présentait son programme, disait il faut refonder l'Europe. Et d'ailleurs, avec l'idée de faire un revenu un peu universel sur l'ensemble des pays européens.
Refonder l'Europe, c'est une nécessité? Je pense qu'il faut rompre avec une Europe européiste qui est devenue un problème qui n'apporte pas de solution. Là, vous visez Schengen et tout ça, oui. Oui, et puis l'incapacité qu'a l'Union européenne actuelle à s'intéresser aux grands sujets. Moi, c'est ça qui me révolte. J'ai adoré l'ambition, le rêve européen il y a 15 ou 20 ans. Et je suis désespéré de voir que cette Europe d'aujourd'hui est incapable de s'occuper de terrorisme, d'immigration, des grands sujets, et en réalité se complaît dans des procédures bureaucratiques. Et dans ce petit bouquin, je fais un certain nombre de propositions. Alors, ce bouquin, pourquoi vous l'avez écrit d'ailleurs, ce bouquin? Je l'ai écrit parce que je pense qu'il faut agir, penser, s'exprimer en homme libre. Je suis à droite, j'ai 40 ans dans quelques jours, et je pense que c'est important de contribuer au débat d'idées pour participer avec d'autres, au fond, à la refondation du logiciel de la droite, une droite à la fois très patriote et républicaine. Voilà, c'était le talk de Guillaume Larrivé qui nous a dit que François Fillon était l'homme de caractère dont la France avait besoin, et Guillaume Larrivé qui va sortir un livre la semaine prochaine, le jeudi 12, chez Plon, Insoumission, et vous aurez vu un clin d'œil, évidemment, une réponse au dernier roman de Houellebecq qui s'appelait précisément Soumission. Et maintenant, vos questions avec Mathilde Sirot. Mathilde, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour Mathilde. Tout d'abord, une question un petit peu de projection de la part d'Alexandre qui nous écoute en direct. Si François Fillon est élu président de la République en mai prochain, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il trouve parmi sa majorité des frondeurs, parmi les anciens sarkozystes dont vous faites partie? La réponse est non. Mais... Vous serez tous disciplinés. Mais les députés ne sont pas les caporaux, les caporaux-chefs ou les sergents d'une majorité qui serait considérée comme une caserne. En France, il y a 2 pouvoirs élus au suffrage universel direct, le président de la République française et les députés à l'Assemblée nationale. Il faut que les 2 travaillent ensemble pour mettre en œuvre la politique de la nation. C'est comme ça que ça marche et que ça doit marcher. François Fillon, ce matin, était dans le 19e arrondissement. Marion Mourgue l'a suivi pour Le Figaro. Il a dit qu'il appliquerait son programme radical. Est-ce que ce mot n'est pas un terme un peu dur? Est-ce qu'il ne risque pas de faire peur à une certaine partie des Français? Chacun s'exprime avec ses mots. Ce mot est tellement polysémique, il y a tellement de sens différents que je l'emploie objectivement assez peu. Oui, parce qu'on peut être radical de gauche et puis on peut être radical façon Mélenchon. On disait tout à l'heure qu'en effet, Emmanuel Macron est peut-être l'héritier du parti radical des années 50. Donc ce mot veut tout dire et rien dire. En tout cas, ce qu'il faut, c'est du caractère, de la réflexion, du sérieux, un peu de technicité, ça fait pas de mal. Et puis ensuite, de la détermination pour avancer. Et tout ça, François Fillon et ses équipes l'ont, je crois. Vous venez de citer Emmanuel Macron. Vous savez qu'il veut supprimer le RSI, le régime social des indépendants. C'est une question qui nous revient souvent dans nos émissions. Est-ce que François Fillon veut, lui, le supprimer ? En tout cas, le RSI, tel qu'il a été appliqué ces dernières années, est un véritable accident industriel. Je le vois comme député d'Auxerre et de la Puisée. Le nombre d'artisans, de commerçants qui sont venus à ma permanence se plaindre de ce truc, pardon de le dire aussi directement. Sous la majorité de Jacques Chirac. Truc qui a été créé effectivement il y a quelques années. Mais enfin bon, on n'est plus au pouvoir depuis quelques années. Il y a d'autres gens qui n'ont pas réussi à mettre en œuvre ce RSI. Il faut à l'évidence le refonder. Il faut refonder le RSI. Refonder, mais pas le supprimer. Il faut l'ajuster, le refonder techniquement. Je ne suis pas le meilleur expert du RSI pour être totalement franc, mais en tout cas, il faut travailler sur le sujet. D'accord. Mathilde ? Sur le revenu universel, vous savez que ça revient très souvent et donc nos internautes souhaitent que vous vous exprimiez davantage sur ce projet-là, qui est notamment un projet de certains candidats à la primaire de la gauche. Si, comme je le comprends, le revenu universel coûte 300 milliards d'euros par an, ça me paraît totalement impossible à mettre en œuvre et ne me paraît pas du tout correspondre à la priorité de l'époque. La priorité de l'époque, c'est concentrer les efforts de la nation pour gagner la guerre contre le totalitarisme islamique. La priorité absolue, ça doit être de donner à notre armée, à nos policiers, à nos gendarmes, à nos magistrats, les crédits nécessaires pour protéger les Français. La priorité, c'est pas d'inventer une espèce de revenu universel distribué à tout le monde, extrêmement coûteux. Alexandre qui nous écrit en disant François Fillon veut réduire le nombre de parlementaires, ça doit faire l'objet d'ailleurs dans ses projets d'un référendum à la rentrée de 2017, sans rétablir le cumul des mandats.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette réduction du nombre de parlementaires? J'y suis totalement favorable depuis bien des années. J'ai fait une proposition il y a 4 ans déjà pour réduire d'un tiers le nombre de députés et d'un tiers le nombre de sénateurs. L'idée, c'est qu'en étant moins nombreux, on peut être plus efficace et plus puissant. Oui. Et voilà, ça fait aussi des économies dans mon livre aussi. Je ne sais pas si ça fait des économies immédiates, mais en tout cas, ça permettra de travailler de manière plus rationnelle. Je pense que 577 députés, ça ne provoque pas nécessairement de la rationalité. Création de Nicolas Sarkozy, des députés représentants des Français de l'étranger? Peut-être. En tout cas, il faut garder des députés élus dans des circonscriptions. J'ai vu ce matin que Marine Le Pen disait, elle, qu'il faut élire les députés à l'échelle nationale. Et elle disait, par exemple, c'est très curieux, les députés qui sont élus dans des terres viticoles s'intéressent aux questions viticoles. Et bien oui, justement, je pense qu'on doit être les deux. On est pleinement des élus de la nation, mais on est pleinement aussi des élus ancrés dans un territoire. Le scrutin d'arrondissement, comme on dit, moi je pense que ça a une vertu, ça permet tout simplement d'être proche des gens. D'accord. Dernière question, Guillaume Larrivé, qu'on n'a pas encore évoquée. Que pensez-vous de la polémique autour de Farid Fillon? Je pense qu'il y a une liberté d'expression pour le meilleur et pour le pire, en l'occurrence pour le pire. Et il faut s'en inquiéter, est-ce qu'il faut mettre en place chez les Républicains, dans l'équipe de campagne de François Fillon, un dispositif pour faire taire ce virus? Chacun s'exprime librement, mais il faut évidemment, comme c'est le cas déjà, que sur les réseaux sociaux notamment, où il y a là aussi le pire et le meilleur, les équipes de François Fillon soient très présentes. Bien Vous sûr, voyez la patte du FN derrière ça, non? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est le fond. J'ai relu pendant les vacances le bouquin de François Fillon, Vaincre le totalitarisme islamique, chez Albin Michel, publié il y a quelques semaines. C'est un livre extrêmement intéressant, très bien écrit d'abord, très intéressant, et j'ai absolument aucun doute sur la détermination et sur la capacité de François Fillon à lutter contre cet islam politique qui menace la nation. C'est pas demain qu'il y aura des partis islamistes qui se présenteront aux élections quand même. C'est un risque. Islamiste peut-être pas, mais islamique en tous les cas. Islamique, c'est tout à fait un risque. On l'avait déjà vu d'ailleurs lors des élections européennes. C'est d'ailleurs l'une des hypothèses de Houellebecq lorsqu'il est temps, et c'est un péril qu'il ne faut pas sous-estimer. C'était les réponses à vos questions, chers internautes, de Guillaume Larrivé que nous avons posées ce matin, avec, comme tous les matins d'ailleurs, avec Mathilde Sirot. Merci.